qu'en fait on est dans un univers extrêmement sédentaire. J'ai vu beaucoup de managers, et y compris moi-même, il y a 15 ans, qui ont eu énormément de mal de dos. Et je me suis aperçu que cette souffrance-là, elle venait du contexte et de l'ergonomie de travail qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps assis. D'ailleurs, à l'école, on nous apprend à être assis, à être assez immobile. En réalité, le corps humain, l'homme et la femme ne sont pas faits pour être assis. Bruce Wang, j'ai 49 ans. Je suis manager d'une équipe de 30 personnes dans une grande entreprise et je suis passionné par le mouvement. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais en dehors de ce livre? Explique-moi un petit peu ton expertise, d'où tu la tiens, ce que tu fais dans la vie. Oui, mon expertise au départ, elle est très lointaine du mouvement, elle est dans le digital. J'ai fait ma carrière en tant que directeur digital, donc compréhension des plateformes, des réseaux sociaux. Mais je me suis aperçu que en fait, dans les univers où nous sommes en tant que managers et experts digitaux, en fait, on est dans un univers extrêmement sédentaire. J'ai vu beaucoup de managers, et y compris moi-même, il y a 15 ans, qui ont eu énormément de mal de dos, de troubles, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, et avec énormément de souffrance. Et je me suis aperçu que cette souffrance-là, elle venait du contexte et de l'ergonomie de travail qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps assis. D'ailleurs, à l'école, on nous apprend à être assis, à être assez immobile. En réalité, le corps humain, l'homme et la femme ne sont pas faits pour être assis. Et à partir de ce constat que tu as fait, qu'est-ce que tu as décidé de faire un petit peu pour faire passer un message, si je puis dire? C'est la rencontre avec mon ostéopathe, puisque j'allais beaucoup chez l'ostéopathe quand j'avais les mal de dos. Et je voyais aussi beaucoup de mes collègues qui allaient chez l'ostéopathe. Et un jour, lors d'une discussion avec mon ostéopathe, lors d'une séance, j'ai pris conscience du fait qu'il fallait faire quelque chose pour le monde de l'entreprise et pour les managers et les salariés en général. Et cette prise de conscience, elle s'est faite à peu près il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je me suis dit qu'il faut absolument que je change mon mode de vie, que je change ma façon de travailler. Et avec Sébastien Marie, qui était à la Défense et qui était ostéopathe et qui voyait beaucoup de managers avec beaucoup de souffrances corporelles et également mentales, on s'est dit tous les deux qu'on allait se former sur des approches qui essayent de comprendre en fait pourquoi on n'est pas bien dans son corps et pas bien dans sa tête en tant que manager et en tant que salarié. Et on a décidé d'écrire un livre ensemble. Et ce livre, déjà, comment s'appelle-t-il? Est-ce que tu peux me le présenter? Et de quoi parle-t-il de façon assez globale, puisqu'après on va rentrer dans le détail, évidemment. Alors le titre du livre, c'est « Le pouvoir du mouvement ». Le pouvoir du mouvement, en fait, il traduit une idée très simple, c'est qu'il faut remettre le vivant et l'humain dans l'entreprise. Ce qu'on veut démontrer, c'est qu'en réalité, le corps est absolument fondamental pour penser. C'est-à-dire qu'on pense mieux en bougeant. Et on veut remettre finalement le corps dans l'entreprise, ou plutôt le mettre, parce qu'il n'a jamais vraiment été dans l'entreprise. Parce que donc le problème aujourd'hui, c'est que dans des métiers, on va dire bureaucratiques, les gens ne bougent pas assez. Est-ce que par exemple, tu as des chiffres à me donner là-dessus, des choses qui prouvent qu'on ne bouge pas assez au quotidien dans des métiers de bureau? Oui, alors dans le tertiaire, beaucoup. Quelques chiffres. Aujourd'hui, on reste plus de 6 heures assis en moyenne quand on est au bureau, quand on a des métiers tertiaires. Pour donner une idée, aujourd'hui, on n'est pas du tout en phase avec notre biologie. Il n'y a pas si longtemps que ça, au XVIIIe siècle, on marchait 8 heures par jour. Aujourd'hui, c'est très très peu. Le manque d'activité physique, ça impacte aujourd'hui nos vies, puisque 9% des décès sont liés au manque d'activité physique. Et qu'est-ce qui fait qu'on bouge moins qu'avant ? On bouge moins qu'avant parce qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que l'ergonomie de travail, le bureau de travail ne nous incite pas à bouger. Il y a également aussi la pandémie, le Covid-19, qui est passé par là et qui a amplifié la digitalisation finalement des réunions. Il y a un manque de prise de conscience et un manque d'études scientifiques. Encore une fois, ces études scientifiques
elles sont là depuis les années 90-2000, donc il y a peu de documentation avant ça, donc on est toujours calqué sur un modèle de l'entreprise du XXe siècle et pas du XXIe siècle. Alors dans les entreprises, il y a quand même timidement, les entreprises commencent à prendre le sujet, notamment grâce à cette grande cause nationale qui est de bouger, de faire de l'activité physique. Il y a même maintenant des fresques de mouvement qui s'organisent petit à petit, mais ça reste très timide. Et justement, tu as parlé de la pandémie. L'une des choses qui s'est démocratisée avec la pandémie, c'est le télétravail. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un danger d'un point de vue du mouvement ou est-ce qu'on pourrait exploiter le télétravail et faire en sorte qu'on bouge plus? Qu'est-ce que tu penses, toi, du système du télétravail? Le télétravail, ça peut être très bien comme ça peut être extrêmement nocif. Tout dépend de la manière dont on l'adopte. Si on se met dans un cadre de télétravail qui est calqué sur celui du bureau, sans penser au mouvement, on va moins marcher parce qu'on va moins faire de trajet entre son domicile et son travail, donc on va faire moins de pas et de kilomètres. On va rester assis parce que souvent les réunions s'enchaînent les unes après les autres et à la fin de la journée, on va se retrouver avec une forme de fièvre mentale où on aura énormément utilisé notre cognitif et puis on aura maintenu finalement notre corps dans une position sédentaire et donc dans une position qui ne relâche pas en fait l'énergie du stress et qui ne met pas en mouvement nos muscles. Donc ça peut être très très nocif et les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont très peu d'informations là-dessus. On peut aussi le prendre comme une vraie opportunité, c'est-à-dire que le télétravail permet de faire son travail plus vite finalement puisqu'on n'a pas le temps de trajet, mais alors il faut s'organiser pour faire des activités physiques de manière fréquente et régulière entre les réunions. Donc il faut organiser finalement sa journée pour pouvoir bouger, faire finalement des pauses que j'appelle des pauses actives. Des études aujourd'hui et les recommandations de l'OMS, c'est finalement de bouger tous les 25 ou 30 minutes un petit peu. Et je rebondis sur le fait de bouger toutes les 25 à 30 minutes. Moi, ce que j'ai entendu, notamment des recommandations d'activités sportives, c'est de bouger de faire une activité sportive au moins 30 minutes par jour. Donc ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui fait ses heures de travail et va courir 30 minutes à la fin de sa journée, ce n'est pas suffisant. En fait, ce n'est pas assez pour activer le mouvement, la productivité. Il faudrait qu'il bouge toutes les 25-30 minutes. Toi, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. C'est que les recommandations de l'OMS, et tout ça est très scientifique, montrent que finalement, un coureur qui va faire beaucoup d'activités physiques à la fin de la journée, ou voire même 2 ou 3 heures de sport, 2 ou 3 fois par semaine par exemple, va être dans une moins bonne condition cardiovasculaire et physique s'il ne bouge pas toute la journée pendant 6 heures que quelqu'un qui ne va pas faire forcément énormément d'activités physiques intenses, mais qui va bouger tous les 25 et 30 minutes. Ce qui est important, c'est que le corps ne soit pas à l'arrêt trop longtemps, finalement. Toi, en ce qui concerne la productivité, est-ce que, en écrivant ton livre, vous avez fait des études pour comparer quelqu'un qui ne bouge pas de la journée à son bureau et quelqu'un qui va bouger, comme tu le disais, toutes les 25 à 30 minutes, un petit peu, mettre un peu son corps en mouvement? Est-ce qu'il y a des études comparatives pour prouver la différence de productivité entre ces deux profils? Oui, il y a certaines études dont on parle, alors pas sur le facteur de bouger toutes les 30 minutes, mais je pense que l'OMS en a suffisamment, mais dans le livre, on parle surtout d'une étude très intéressante qui est celle faite par Opeso et qui s'appelle Give Your Ideas Some Legs, qui a été faite aux États-Unis et qui montre qu'en réalité, quand on bouge et quand on marche, on augmente de 60% sa capacité créative. Et puis il y a d'autres études aussi qui montrent qu'en réalité, en termes de mémoire, le fait de bouger permet de renforcer la mémoire. Tout ça, en fait, montre une chose, c'est que le fait juste de se mettre en mouvement, c'est-à-dire de mettre en route son système cardiovasculaire, de mettre en route ses muscles, permettent de faciliter les connexions neuronales, permettent de faciliter l'apprentissage, la mémoire, et donc du coup d'être plus productif.
Et au-delà de jouer sur notre productivité, est-ce que le fait de bouger ou à l'inverse de ne pas bouger assez, est-ce que ça joue sur la santé mentale au travail? Bien évidemment, la santé mentale est liée parce que finalement, bouger, c'est mieux penser. Notre corps est complètement lié à notre cerveau. On n'a pas un organe, le cerveau, qui est dissocié de notre corps. Donc plus on va mettre en mouvement ce corps-là, plus on va avoir une fluidité mentale. La fluidité mentale va nous permettre aussi de renforcer notre système immunitaire, de renforcer notre capacité finalement à appréhender des événements stressants. Donc le fait de bouger va permettre de rétablir une forme d'équilibre dans le corps et au niveau hormonal et au niveau nerveux, et qui va nous permettre justement de réduire les risques de santé mentale. Et si je suis un manager, est-ce que faire en sorte qu'il y ait une salle de sport dans l'entreprise, ça suffit pour faire bouger ses salariés? C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Avoir une salle de sport, c'est bien parce que ça ancre un endroit de mouvement, d'activité physique dans l'entreprise. Et ça va inciter les salariés, les managers, de faire par exemple pendant la pause de midi un peu de sport ou un peu de yoga, d'étirements musculaires. La grande question, c'est comment on va favoriser à travers l'économie de travail et les bureaux, et aussi y compris au télétravail, parce que nous travaillons aussi chez nous, comment on va mettre en place son environnement de travail, son bureau, et comment on va aussi planifier nos réunions. Donc là, c'est aussi un sujet digital en termes de planification de réunions, comment on va s'organiser pour que les réunions, par exemple, ne durent pas 60 minutes. Une des grandes causes pour lesquelles j'essaie de me battre pour les entreprises, et que certaines entreprises ont mis en place, mais elles sont minoritaires, c'est de par défaut, quand on veut faire une réunion, on ne fait pas une réunion de 60 minutes, on fait une réunion de 50 minutes. Et pareil, on ne fait pas une réunion de 30 minutes, on fait une réunion de 25 minutes. Si tout le monde fait ça, alors à ce moment-là, on va augmenter les probabilités que les personnes se disent « Tiens, je vais aller me prendre un petit verre d'eau, je vais juste dire bonjour à mon voisin ». Et ça va favoriser le fait juste de se lever et de faire une pause active. Et est-ce que donc tu as des bons exemples à me donner de façon de travailler en s'activant? Pas que les pauses actives comme tu viens de citer. Est-ce qu'il y a des façons de travailler en bougeant, en restant efficace dans son travail, bien sûr? Tout à fait. Il y a plein de manières d'être créatif. On peut utiliser les salles de réunion pour finalement faire des réunions debout ou en marchant. Les tableaux, par exemple, les tableaux sont un énorme outil, sont des énormes outils pour justement bouger et favoriser la productivité. Ce qu'on explique dans le bouquin, dans le livre Le pouvoir du mouvement, c'est que tout le monde a sa manière de s'exprimer à travers des postures. Et ça, on ne le voit pas souvent, mais on peut remarquer de manière très discrète qu'il y a des personnes qui vont plutôt être sur l'avant ou sur l'arrière. Et en fait, on a développé avec Sébastien Marie une approche qui est issue du sport de haut niveau et qui est déjà utilisée dans le sport de haut niveau et qui montre qu'en réalité, tout le monde bouge à sa manière. Le fait de bouger à sa manière, c'est finalement repenser le travail comme quelque chose d'individuel et de comprendre la spécificité de chacun et de mettre les personnes dans des conditions optimales pour qu'elles puissent finalement être productives. Justement, ça me fait une parfaite transition avec la suite de l'interview. En tant que manager, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que je peux analyser justement les différences de comportement de mes employés, savoir comment ils bougent? Comment est-ce que je peux mettre en place dans mon entreprise une façon de discerner les différents comportements de mes salariés? Alors, ça veut dire qu'il faut penser le manager, pas seulement comme un manager coach, mais un manager coach du vivant. Le manager, il va d'abord devoir écouter et regarder ce qui se passe autour de lui. Souvent, il y a des personnes qui sont par exemple du matin. Il y a des personnes qui sont du matin, puis il y a des personnes qui ne sont pas du matin, qui sont du soir. Il y a des rythmes biologiques à respecter. Il y a aussi des personnes qui vont être plus sensibles à de la lumière dans les salles de réunion et d'autres personnes qui vont être plus efficaces dans la pénombre. Ça, il faut aussi pouvoir donner la possibilité à ses salariés de s'auto-organiser, de s'auto-réguler et de dire si la personne est mieux à tel endroit, de ne pas l'obliger à se mettre à un endroit qui va baisser son énergie. Une fois que la personne va pouvoir observer cela,
On va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle un profiling. Et il y a des méthodes de profiling qui sont très reconnues dans le monde du sport et qui sont de plus en plus utilisées dans l'entreprise, qui vont permettre à travers des tests kinesthésiques de regarder la coordination du corps en fonction des projets et en fonction des sujets qu'on va aborder. Par exemple, il y a des personnes qui, en début de réunion en mode sédentaire et assis, vont avoir besoin de relâcher leur stress en agissant. Elles vont besoin d'avoir quelque chose de très concret. Il y a d'autres personnes qui, à l'inverse, vont avoir besoin de réfléchir pour relâcher leur stress. Donc, il y a un type de personne qui va avoir besoin d'agir et d'avoir un impact très rapidement et avoir une décision rapide et instinctive, tandis que d'autres personnes, dans la même réunion, vont avoir un besoin de réfléchir, de prendre leur temps avant d'agir. Et tout ça a amené, dans le livre, à parler de préférences motrices et de dynamique motrice en fonction du fait que nous sommes sédentaires ou que nous sommes en mouvement debout, en marchant par exemple. Et est-ce que ce que tu viens de démontrer, c'est au manager ou au chef d'entreprise de l'analyser, ou est-ce que c'est aux salariés de s'auto-analyser et de faire remonter un petit peu leur personnalité, si je puis dire, auprès de leur employeur? Je pense que les deux sont possibles. Nous connaissons des managers qui ont une forte maturité, qui sont par exemple des managers qui peuvent avoir un rapport au corps très important parce qu'ils ont fait du sport dans leur vie ou qu'ils sont sportifs dans leur vie par exemple, et qui vont d'eux-mêmes faire appel à des professionnels qui vont leur donner des informations sur leurs préférences et leur dynamique motrice, et qui va aussi proposer à son équipe de vivre cette expérience-là, parce qu'en fait, en vivant cette expérience-là, chacune des personnes va avoir son propre fonctionnement et va pouvoir agir sur sa santé. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, bon, c'est un peu la responsabilité de chacun de le faire. Et là, les salariés peuvent tout à fait se rapprocher de cette méthode-là et trouver finalement leur manière de bien fonctionner et de donner du feedback. L'idée ou l'image, c'est un peu comme si on avait des musiciens. J'aime bien cette idée de musicien. Dans un orchestre, il y a un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est le manager. Mais chaque musicien a son propre instrument de musique, a sa propre finalement, manière de jouer de la musique, d'aller dans les fréquences ou dans les notes. L'important, c'est que tout le monde soit synchronisé. Et pour se synchroniser, il faut comprendre comment le violon, par rapport au piano, par rapport au cuivre, par rapport à la batterie, vont pouvoir se synchroniser et jouer ensemble. Finalement, le manager, il va être chef d'orchestre, il va devoir comprendre la préférence, la dynamique motrice de chacun de ses musiciens pour pouvoir justement en faire un morceau qui soit un morceau excellent. Donc ce que tu dis par rapport à ta dernière réponse, c'est qu'il est possible de faire travailler des salariés qui ne fonctionnent pas pareil, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre que des salariés qui sont plutôt du matin et qui aiment travailler dans la lumière. On peut mélanger différents profils. Oui. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on fait pour faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas constitués pareil? Oui. Alors, au départ, il faut effectivement cartographier dans l'équipe la manière dont chacun et chacune fonctionne de manière optimale et le faire valider par chacun et chacune des personnes. Donc il y a une phase de cartographie et de validation. Une fois qu'on a cette cartographie, on va pouvoir proposer différents types de réunions et différents aussi binômes ou en tout cas groupes de personnes en fonction des sujets. Par exemple, sur un atelier de transformation, si on a besoin de travailler sur le sujet de la digitalisation de l'entreprise ou sur des valeurs, on va pouvoir travailler sur des groupes de personnes qui vont démarrer de la manière la plus optimale et de la même manière. Ce qui ne va pas enlever l'intelligence collective parce qu'une fois qu'ils vont se mettre en mouvement, ils vont libérer leur stress et ils vont être beaucoup plus productifs. Et souvent, on le mesure ça, on gagne entre 20 et 30% d'efficacité, que ce soit en termes de temps ou de production de livrables, quand on met des personnes qui démarrent ensemble, c'est-à-dire qui libèrent leur stress de la même manière. On a à peu près déterminé 5 clés de démarrage
quand on est en position assise, la clé de démarrage de l'action, besoin d'action, la clé de démarrage du besoin de compréhension, de réfléchir, la clé de démarrage du besoin d'harmonie, la clé de démarrage du besoin de compétition, de challenger les choses, et enfin la clé de démarrage de projection, d'aller vers de l'ouverture et des choses nouvelles. Clé de démarrage, est-ce que tu peux me définir un peu plus précisément ce dont il s'agit? C'est-à-dire que c'est des choses qu'on doit enclencher au début de sa journée de travail, au début d'une réunion, c'est ça? Ah oui, pas seulement au début de la journée de travail, mais on a besoin de démarrer à chaque fois qu'on est assis. Donc on démarre des centaines de fois par jour. En fait, c'est totalement physiologique. Quand on est assis, notre système nerveux, soumis à un stress, donc soumis à un besoin, une demande de faire une réunion, etc., ou de travailler sur un sujet, va avoir besoin de libérer l'énergie du stress. Et pour libérer l'énergie du stress, chacun de nous, en fonction des contraintes de notre vécu, on a besoin de libérer le stress d'une certaine manière. Des personnes qui vont libérer le stress en ayant besoin de réfléchir, d'avoir toutes les informations et de prendre leur temps avant de décider. Et il y a des personnes qui vont avoir besoin d'agir, donc d'être concret et de faire une action finalement, de se mettre en mouvement. Cette libération de stress, elle est vraiment physiologique, c'est-à-dire qu'elle est liée à notre système nerveux et donc au stress sur lequel nous avons besoin de relâcher finalement quelque part l'énergie. Et au-delà des clés de démarrage, tu parles aussi de profil moteur dans le livre. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors le profil moteur, c'est une manière au départ, je dirais dans notre biologie, c'est une manière d'appréhender et de se diriger dans le monde quand nous sommes en mouvement. Donc c'est une manière de marcher, par exemple. C'est une manière de positionner son épaule. Et dans le monde du travail, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de travailler sur ce mouvement, parce que nous sommes tout le temps en mouvement une fois qu'on a démarré. La question, c'est quelle énergie, finalement, on dépense. Et pour bien commencer, on a une motricité qui nous est propre et qui nous permet de nous réénergiser et qui nous permet d'être le plus productif possible. J'appelle ça le mode autoroute finalement. Quand nous sommes sur un mode autoroute, on fait du 130 km/h sur l'autoroute et on dépense peu d'essence, à peu près 4 ou 5 litres 100. Si on commence par ce mode autoroute, par cette motricité, il y a 4 grandes motricités qu'on a identifiées avec après des variantes. À ce moment-là, à la fin de notre journée, on n'est pas fatigué. C'est-à-dire qu'on se réénergise de manière naturelle. Notre corps a finalement s'est mis dans des postures qui sont des postures idéales. Et donc il y a 4 grandes motricités qu'on a identifiées avec des variantes. Est-ce que tu peux me les citer, sans rentrer dans les détails forcément, mais me citer quels sont ces 4 grands différents types de profils moteurs? Tout à fait. Alors on a un profil moteur, on va commencer par le R. C'est des profils qui sont rythmiques. C'est des profils qui vont avoir une posture qui va leur permettre de bouger énormément. Et finalement, l'action va se faire à travers le fait de bouger et d'être tout le temps en mouvement. Au niveau corporel, ça veut dire qu'ils vont avoir des appuis assez en ressort sur les pieds. À l'inverse, on a des profils D qu'on appelle les profils distaux. Ces profils distaux sont un profil plutôt symétrique avec un appui sur l'arrière, plutôt sur les talons. Ces profils vont être beaucoup dans l'efficacité. Donc ils ne vont pas dépenser énormément d'énergie comme le profil R pour bouger et ensuite être dans leur différence. Ils vont plutôt être très économes et être extrêmement efficaces et aller droit au but. Et c'est souvent des personnes qui vont aimer la distance dans un premier temps avec les choses et les gens avant d'agir. Ensuite, on a un troisième profil qui est un profil conceptuel. Le profil conceptuel va beaucoup utiliser finalement la stratégie avant de décider. Tout va être stratégie avant des décisions. C'est un profil qui va être aussi très vers l'avant dans la projection, dans les nouveaux concepts conceptuels, mais qui ne va jamais agir avant d'avoir cette capacité stratégique, en tout cas cette vision stratégique. Et enfin, on a un dernier profil, qui est le profil G, qui est le profil global, qui lui va avoir une approche extrêmement justement en proximité des gens. C'est-à-dire que l'énergie va être meilleure si la personne se sent proche physiquement des personnes et également de la tribu et de toute la communauté. C'est un profil qui va être excellent
par exemple, sur tout ce qui va être processus, logistique, ou en tout cas travailler les best practices et à connecter avec la communauté. Et donc ces profils moteurs que tu viens de citer et aussi les clés de démarrage dont on a parlé, comment est-ce qu'on les trouve en fait pour soi? Comment est-ce qu'on peut les identifier? On peut les identifier, déjà on peut commencer à sélectionner dans quelle catégorie on va en regardant si on est plutôt sur l'avant de ses pieds ou sur l'arrière de ses pieds la plupart du temps. Les personnes qui vont être sur les talons vont être dans un profil distal, D, ou un profil G global, 80% du temps. Les personnes qui vont être plus sur l'avant de leurs pieds vont plutôt être dans un profil R rythmique ou un profil C conceptuel. Et ensuite, si on veut vraiment le détail de son profil, eh ben on se fait accompagner par un professionnel qui est certifié, par une méthode qui s'appelle Action Types, qui est largement utilisée dans le monde du sport et notamment à l'INSEP. Et là, on va pouvoir avoir tout le détail de son profil moteur. Et donc après, une fois qu'on connaît sa clé de démarrage, son profil moteur, toi, dans ton livre, tu as donné des façons de travailler pour s'adapter à chacun des profils. Je le dis pour pouvoir potentiellement rediriger les gens si jamais ils veulent plus d'informations pour savoir comment être productif. C'est bien ça, tu me confirmes ce que je dis? Tout à fait. Une fois qu'on a identifié le profil moteur, il y a un temps de validation qui est généralement de 10 jours de la personne pour qu'elle puisse valider. Et en fait, la personne va avoir 3 informations concrètes. Elle va avoir une première information qui est finalement son kit de chaîne musculaire et d'ergonomie de travail. Comment placer par exemple son ordinateur ou sa lumière en fonction de l'information qu'elle va avoir sur un radar à droite ou un radar à gauche. De savoir aussi si cette personne a une verticalité ou plutôt une horizontalité dans sa manière de percevoir le monde. Si la personne est verticale, on va plutôt lui proposer de mettre un de ses écrans en mode vertical. Et si elle est horizontale, plutôt d'avoir en format paysage son ordinateur. Et puis elle va avoir aussi ses chaînes musculaires sur lesquelles elle va pouvoir travailler de manière très simple. Ça peut être les rhomboïdes ou les grands pectoraux ou les ischio-jambiers ou les quadriceps. Ça dépend en fait des motricités et en faisant ça, ça va donner beaucoup plus de clarté dans le mental et dans la productivité. Ça, c'est le premier kit. Deuxième kit, on va lui donner aussi des clés de démarrage, c'est-à-dire quand elle est assise, puisque en entreprise, nous sommes dans un univers majoritairement assis. Donc dans une réunion, comment je fais, ou quand je dois faire un discours, comment je fais pour me réénergiser et gagner 20 à 30% de coordination en plus. Et ça, il y a ce qu'on appelle un hacking corporel avec des clés corporelles qui nous sont propres. On va lui donner ces clés corporelles, on va lui donner une fiche. Et enfin, on va lui donner aussi la manière dont cognitivement elle dépense le moins d'énergie et elle est le plus efficace possible. Par exemple, il y a des personnes qui ont besoin de commencer par une réunion de brainstorm avant d'aller dans la structure et dans la mise en place d'une roadmap. Et il y a d'autres personnes qui vont plutôt avoir besoin d'être très en harmonie, par exemple, d'avoir vraiment un rituel d'harmonie, de bonjour, on se raconte un peu notre week-end avant de commencer à travailler. Et d'autres personnes qui vont plutôt avoir besoin tout de suite de challenger, de se dire « allez, on y va les battre, on va arriver à dépasser nos concurrents ». Toutes ces personnes-là ont vraiment des approches très différentes en termes de démarrage. Et ça, on va le donner à travers ce qu'on appelle un blason cognitif de préférence motrice. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui nous regardent, nous écoutent et qui pourraient être un peu sceptiques quant à ces analyses comportementales? Parce que c'est possible, j'imagine que tu as dû rencontrer des gens un peu sceptiques. Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces personnes? Alors, je pense que c'est important de lire la littérature scientifique qui est maintenant disponible depuis les années 2000 et qui montre vraiment le concept qui est maintenant établi de cognition incarnée, ce que les Anglais appellent l'embodiment. Notre corps est indissociable de notre esprit. On pense mieux en bougeant, ça c'est complètement établi par la science. Et d'ailleurs, finalement, toute notre langue est truffée finalement de métaphores corporelles. Et quand on dit par exemple je fais les choses à contre-cœur, on parle bien de son émotion. Quand on dit j'en ai plein le dos, c'est bien qu'on a un gros problème aussi au niveau corporel. Donc
Il est montré avec les fascias, avec les avancées sur les fascias, qu'en réalité, toutes nos douleurs et tout notre système nerveux, les fascias, est connecté à notre manière d'appréhender le monde, de nous diriger dans le monde et bien évidemment de penser. Donc j'inviterai toutes ces personnes-là à vraiment se documenter par eux-mêmes sur la littérature scientifique. Il y a de plus en plus de revues qui en parlent et qui montrent très clairement que la performance cognitive est indissociable de la performance biomécanique. Pour conclure un peu cette interview, et je te laisserai compléter ce que je dis, donc l'idée dans un futur du travail idéal, ça serait que chacun des salariés puisse connaître sa façon de se comporter optimale au travail et de bouger, etc. Et d'avoir en parallèle de ça une entreprise suffisamment ouverte d'esprit pour mettre en place différentes façons de travailler pour s'adapter à chacun de ses salariés. C'est un peu ça ce que tu défends dans ton livre. Exactement. On défend le fait que l'entreprise en santé, c'est l'entreprise du futur. Parce que la santé ne s'oppose pas à la performance. Si on met le corps et les préférences motrices au cœur de l'entreprise, à ce moment-là, on n'est pas dans une entreprise performante qui va diminuer la santé de ses salariés, on est dans une entreprise qui est en santé, qui va justement, parce qu'elle est en santé et parce qu'elle considère finalement les collaboratrices et les collaborateurs comme des athlètes finalement, où il faut personnaliser le mouvement et la cognition, elle va avoir un avantage concurrentiel sur une entreprise qui ne développe pas justement la santé et l'énergie.